Bonjour, messieurs les ministres. Bonjour également à toutes les équipes qui vous accompagnent. Alors, ce projet de budget reflète globalement la continuité d'une politique marquant une ambition à la hauteur des enjeux du développement et de la souveraineté. Et le secteur de l'eau et de l'assainissement, plus que ce qu'on peut en penser, à mon avis, intéresse énormément de ministères. Et il est essentiel pour le développement socio-économique. Et pour ce budget-ci, on constate que 91% va à l'investissement. Je pense que jusque-là, de tous les ministères qui sont passés, c'est le seul ministère qui a un taux d'investissement, qui a un niveau d'investissement à 91%, si je ne me trompe, sauf erreur ou omission de ma part, monsieur le ministre des Finances et du Budget nous confirmera. Et donc, l'intégralité du budget également a triplé sur les 12 ans, mais il faudra constater qu'il représente juste 2,5% des dépenses du budget général de 2024, 139 milliards sur plus de 7 000 milliards. Ce secteur est pourtant clé, aussi bien donc pour l'agriculture, pour l'élevage, l'industrie, et même si les investissements ne sont pas toujours visibles à court terme. Parce qu'on dit bien en Wolof, assainissement dañ koy suul kenn du ko gis. Donc, jarul def de gros investissements. Ça, c'est un discours politique ou politicien que l'on entend de temps en temps. Alors que ce n'est pas le cas, bien entendu. On sait également que 60% des financements des investissements sont toujours attendus des partenaires techniques et financiers. Ici, je parle du rapport définitif de la Cour des comptes, où sur beaucoup de préoccupations, on a voulu attendre les partenaires techniques et financiers. Je parle du rapport définitif sur l'eau et l'assainissement de 2011. Alors moi, je m'en vais directement sur quelques préoccupations, Monsieur le ministre. À quand le code de l'eau? Nous avons également constaté des chevauchements entre des directions centrales et des entités autonomes. Est-ce que ça participe d'une bonne rationalisation? On voudrait avoir peut-être des réponses sur ce sujet-là. Je reviens sur le Conseil supérieur de l'eau. Donc, le décret de création et l'arrêté de création du comité technique commencent à bien vieillir. Donc, je voudrais poser la question de savoir quelles ont été les activités du Conseil supérieur de l'eau et du Conseil technique de l'eau en 2023. Monsieur le ministre, d'après le projet de budget et après des benchmarks qui ont été réalisés et les conseils des partenaires techniques et financiers, le ministère de l'eau et de l'assainissement compterait confier beaucoup de missions relatives à l'assainissement actuellement réalisées par l'ONAS à des prestataires privés. Qu'est-ce qui explique ce choix? L'ONAS n'est-il pas doté de suffisamment de capacités techniques, de moyens humains, d'expérience et de maîtrise du terrain pour en être l'attributaire ou le partenaire privilégié dans ce domaine-là? Est-ce que l'État s'est assuré que les règlements d'attribution de tels marchés permettront leur accès au secteur privé national? Je veux ici parler du secteur qui est actuellement caractérisé par des tailles de marché assez importantes à Suez pour l'accès à l'eau et les 5 délégataires de l'eau en milieu rural. Monsieur le ministre, sur la gestion intégrée de la ressource eau, ce sous-secteur est essentiel pour le développement économique et la création d'emplois. Il représente, si l'on constate bien, 15% des dépenses prévues du secteur et moins de 0,4% du budget global. Plus de 60 ans après les indépendances, le Sénégal ne maîtrise toujours pas, on peut le dire, ses eaux renouvelables pour son développement socio-économique. Et on constate que sur les 22 à 25 milliards de mètres cubes d'eau renouvelable qui doivent être mises au service du développement socio-économique, les constats sont ceux-ci. Ça aurait pu aider au développement de l'agriculture pluviale. La maîtrise de l'eau permettrait ici le développement de l'élevage, avec dans son siège une création d'emplois. La fourniture d'eau brute est un pilier fondamental du développement industriel. Alors, je pose les questions suivantes. Les potentialités de réserve d'eau améliorées par les barrages hydroélectriques et antisel de Manantali, de Diama,
pourquoi ne sont-ils pas exploités pour le développement du secteur primaire? Je suis tombé ces derniers jours sur un document vieux qui parle du canal du Cayor. J'en parlerai. Et nous savons également que le fleuve Sénégal et la Gambie déversent annuellement plus de 15 milliards de mètres cubes d'eau douce dans l'océan Atlantique. Alors qu'on sait que le Sénégal est un importateur net de produits alimentaires qui n'utilise que 13% de ses ressources en eau renouvelable pour l'alimentation en eau potable, alors que son développement économique, malgré la possession de 3,8 millions d'hectares de terres arables, n'apporte pas les réponses, comparativement à des pays comme le Maroc ou la Tunisie, qui sont à un niveau de 50% et plus. Le barrage de Gourbassi, qui permettrait de réguler les cours d'eau de la Falémé avec les possibilités de promotion de l'agriculture et de l'élevage. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Est-ce que le Sénégal a anticipé les possibilités de développement de l'agriculture, de l'élevage, de l'industrie et de l'alimentation en eau potable qui seront offertes par le barrage de Sambangalou en cours de réalisation sur le fleuve Gambie? Dans les travaux en commission, le ministre de l'Énergie est revenu sur les attendus en termes de production hydroélectrique, en termes d'eau et d'assainissement, en termes d'investissement dont on parle ici. À quoi est-ce que nous devons nous attendre? Je voudrais rappeler que les quotas anciennement attribués au Sénégal dans le cadre de l'OMVS pour le canal du Cayor ne sont toujours pas exploités, 27 mètres cubes secondes. Alors qu'aujourd'hui, les trois liaisons, Lac de Guerre, Dakar et les unes KMS 1, 2 et 3 ne transfèrent que 4,6 mètres cubes pour des montants d'investissement extrêmement importants. J'ai des préoccupations là-dessus, Monsieur le ministre. Je reviens au rapport économique qui évoque le renforcement de l'usine KMS 3 et le projet KMS 4 et le dessalement des eaux de mer, comme toujours, ces préoccupations. Ces projets ont pour point commun le fait que ce sont des sociétés étrangères qui les réalisent. Et je précise qu'un rapport de la Direction générale du Trésor français, je cite, le ministre de l'Économie et des Finances de la France précise ici, au sujet du projet KMS 3 et les conduites ALG 3, ceci, je le cite. Les marchés ont tous été remportés par des entreprises françaises. Les constructeurs de stations de traitement d'eau, Suez, attributeur du lot 1, les entreprises de fourniture de canalisation et les entreprises de travaux, Eiffage, Sogea Satom, SADE, les assistants en maîtrise d'ouvrage, BRL Ingénierie, les maîtrises d'œuvre, cabinet Merlin, ou encore des fabricants de pompes et équipements en électricité. Améliorer l'approvisionnement en eau de la région de Dakar, direction générale du Trésor, économie.gouv.fr. C'est la source d'information. Et, Monsieur le ministre, ça me pose question. Et ça continue de nous poser question dans la mesure où ce que l'on constate, c'est dans le domaine. En général, pour ces entreprises-là, elles importent leurs banques. Elles importent des salariés, notamment des cadres. Elles importent le matériel technique parce que dans les conventions qui sont signées entre les sociétés mères et les filiales, Monsieur le ministre des Budgets sait très bien ce dont je parle, il y a ce que l'on appelle les coûts d'achat de matériel technique et l'accompagnement technique qui coûte extrêmement cher. Enfin, il y a les exonérations fiscales, il y a l'exportation de devises et il y a une exportation d'une partie du taux de croissance. Ça me pose question. Et je ne suis pas en train de dire que je suis un nationaliste, mais je crois savoir que l'école polytechnique de Thiès a depuis des années formé bien des cadres qui peuvent apporter des réponses dans ce domaine-là. Donc, Monsieur le ministre, j'ai des préoccupations à ce niveau. Et je persiste à croire, en ayant la curiosité de jeter un coup d'œil sur mon document sur le canal du Cayor, qu'il peut apporter des réponses extrêmement importantes à nos préoccupations. Qu'en dites-vous à propos du canal du Cayor? 10 minutes pour parler d'un sujet aussi important. J'ai eu le privilège d'en avoir 10. Beaucoup de collègues n'en ont eu que 4 ou 3. Je ne me plaindrai pas. J'avais énormément de sujets à développer, notamment sur le développement, le traitement des nappes, sur toutes les maladies de l'eau, avec des expériences et des résultats qu'on y a apportés pour qu'on puisse dire effectivement par rapport à ce qui a été dit que c'est la ressource la plus contrôlée. Mais à quel niveau va ce contrôle-là? Je m'en arrêterai là. Merci beaucoup. Merci, cher collègue. La parole est à notre collègue Abdou Mbow.
Merci, Monsieur le Président, Monsieur le ministre de l'eau et de l'assainissement, Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Monsieur le ministre du Travail, chargé des relations avec les institutions, Madame, Monsieur les collaborateurs des ministres, mes très chers collègues. Monsieur le ministre, je voudrais vous féliciter pour votre reconduction à la tête de ce département, mais aussi saluer vos collaborateurs. Mais juste un éclaircissement avant d'entrer dans le vif du sujet, parce que tout à l'heure, mon collègue qui vient de descendre, qui aime les choses claires, et comme on est à l'Assemblée nationale, il a dit tout à l'heure, à quand le code de l'eau? Je voudrais juste à son endroit, à l'endroit de l'opinion, qu'il y a bien un code de l'eau au Sénégal. Et c'est une loi numéro 81-13 du 4 mars 1900.